Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi, comme chaque semaine, de vous retrouver pour décrypter l'actualité des séries et des plateformes de streaming. Et une fois n'est pas coutume, on va partir sur Netflix. Et oui, c'est souvent le cas, mais Netflix nous propose pas mal de contenu en ce moment. Et une nouvelle série, particulièrement, qui nous vient du Royaume-Uni. Je pense qu'on a fait assez d'émissions pour que vous connaissiez mon amour des séries anglaises. Après les cartons de Mon Petit Reine, puis d'Adolescence, plus récemment. Voilà, Adolescence, on rappelle, qui est devenue la deuxième série la plus vue de tous les temps sur Netflix, la série anglophone bien sûr. Eh bien, les British nous livrent une nouvelle série assez intrigante. Ça s'appelle Les Dossiers Oubliés, une série policière donc qui prouve bien que le genre ne s'essouffle pas, mais il continue de séduire un public assez jeune. Et on va essayer de se pencher sur ce genre. Pourquoi est-ce qu'il marche toujours? Comment il a évolué au fil des années? C'est le débat de la semaine avec mes deux invités. Tout d'abord, Salambo Marie. Salut Salambo. Salut. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Eh ben nickel, journaliste série, Salambo pour Numérama, toujours habitué de l'émission, hein, on te connaît bien maintenant. Et en face de toi, c'est Romain Beilly. Salut Romain. Bonjour. Autre habitué de l'émission maintenant, ça fait plusieurs fois que tu viens. Tout à fait. Et je suis ravi à chaque fois de te recevoir, cofondateur du podcast Originals, si on veut le faire à l'anglaise, à la British, Originals, podcast dédié aux plateformes de streaming. Tout à fait. Qui couvre l'actu des sorties également. Voilà, vous serez mes deux détectives du jour pour m'accompagner dans cette enquête sur les séries policières. C'est le débat de la semaine. Voilà, c'est donc une série qui est rentrée dès sa sortie dans le top 10 des séries du moment sur Netflix. Ça s'appelle Les Dossiers Oubliés. Alors moi, je préfère le titre anglais quand même qui s'appelle Department Q. C'est un peu plus sympa. Voilà, Les Dossiers Oubliés, ça fait un peu générique. On dirait une vieille émission de télé française où justement on irait chercher les protagonistes d'une vieille affaire. Adaptation donc d'une série de best-sellers, peut-être que vous les avez lus derrière votre écran, ça s'appelle Les Enquêtes du département V du danois Jussi Adler-Olsen, j'espère que j'ai bien prononcé. Voilà, une série de bouquins qui marche très bien, plusieurs millions d'exemplaires vendus dans le monde. Logiquement, Netflix s'est dit, tiens, peut-être un potentiel pour faire une série. Et ça s'appelle donc Department Q. Ils ont changé la lettre. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est passé de V à Q. Salambo, tu nous pitches un peu la série rapidement? Oui, alors on va suivre un détective un peu exécrable qui s'appelle... Totalement exécrable. Même Totalement exécrable. Qui s'appelle Karl Mork, qui vient de se remettre d'une fusillade qui ne l'a pas laissé indemne, on va dire, et qui reprend un peu le travail, mais comme il est exécrable et que ses boss en ont un peu marre de lui, ils le mettent un peu au placard, dans un sous-sol. Littéralement au placard. Littéralement au placard, dans un sous-sol un peu délabré, pour reprendre des vieux dossiers, des cold cases, et essayer de les résoudre. Donc dans cette démarche, il sera accompagné par deux personnages aux antipodes de lui. D'abord Rose, qui est un peu une jeune femme assez ambitieuse, mais qui a plein de failles aussi, mais qui est très joyeuse, enfin voilà, qui est vraiment très pétillante, qui est à l'opposé de lui. Et Akram, qui est un réfugié syrien, qui est très taiseux, lui pour le coup. Rien à voir avec Karl Mork qui a toujours le mot pour faire pas plaisir en fait. Et donc voilà, ces trois détectives vont se consacrer à une enquête en particulier et vont tenter de démêler un peu les fils aussi de la fusillade qu'a subi Karl Mork du coup il y a quelques mois. Voilà, une double intrigue entre le passé récent et le présent. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette série tous les deux? Romain, tu as commencé à la regarder, tu es bien avancé. Ouais, j'en suis à peu près aux 2/3, donc j'ai pas encore la résolution. J'aime bien ce ton anglais. Alors ça se passe en Écosse, donc c'est encore pire que si c'était en Angleterre, c'est que l'accent est vraiment à couper au couteau. Ouais. Mais j'aime bien ce ton et cette ambiance. On le voit dans l'image, dans les décors, dans la mise en scène, il y a quelque chose vraiment... On sent que c'est pas américain. Et malgré tout, je vais quand même le comparer à une série américaine pour ce personnage exécrable, cynique, etc. C'est un peu Dr House, mais au lieu d'être un médecin excentrique, ce serait un flic excentrique. Donc, et on retrouve, parce que ça ne l'a pas dit, il y a un côté génie. Oui. C'est chez ce Karl Mork, qui est un flic brillant, qui voit ce que les autres ne voient pas, qui a des idées assez voilà, des illuminations comme pouvait l'avoir le Dr House. Donc c'est pour ça, moi j'aimais bien le comparer comme ça, mais plutôt après dans une ambiance, si vous avez vu la série The Sinner avec Bill Pullman, où on revoit, c'est une série qui policière aussi, où on a en parallèle à la fois une enquête et les troubles psychosociaux du meneur d'enquête, quoi. Donc c'est un peu la même. Salambo, t'as aimé? Pareil, moi j'ai bien aimé ce côté humour anglais, voilà, paysage écossais, tout ça, ça fait toujours plaisir. Matthew Good dans le rôle principal qu'on avait vu dans Downton Abbey notamment.
est très chouette. Ça marche très bien. C'est un peu aux antipodes de ce qu'il fait d'habitude, donc c'est plutôt il plutôt cachait derrière sa grosse barbe là. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Par contre, pour moi, il y a vraiment trop de longueur dans cette série. Il y a 9 épisodes en tout. Ça aurait pu vraiment 9 épisodes d'une heure. Ça aurait pu tenir en, je pense, 6 épisodes et ça aurait été beaucoup plus resserré, beaucoup plus intéressant. Là, j'avoue, il y a des moments où on pique un peu du nez devant certains épisodes. Et surtout, les personnages, je trouve, sont assez caricaturaux et du coup on a du mal à les connaître à la fin de la série, c'est-à-dire que vraiment c'est que des archétypes, c'est le flic insupportable, le coéquipier un peu taiseux, la boss autoritaire, il a un coloc aussi, Carl, qui est un peu excentrique, enfin voilà, c'est un peu que des archétypes et on a un peu de mal du coup à vraiment comprendre qui sont ces personnages derrière ces clichés-là. Et justement, moi je trouve que le personnage principal n'est pas si génial, c'est-à-dire que souvent, enfin du coup moi j'ai vu les 9 épisodes, et souvent c'est plutôt ses coéquipiers qui comprennent la mécanique que lui. Du coup je trouve que ça casse un peu ce côté génie, ce qui est à la fois une bonne chose, et à la fois on avait envie que ce soit un génie, un peu comme Sherlock ou Dr House dont tu parlais. Donc Dr House d'ailleurs qui est un peu une adaptation très libre de Sherlock finalement. Oui. Donc en fait, voilà, c'est un peu ces personnages effectivement très exécrables qui manquent un peu de codes sociaux et qui manquent un peu d'amour pour les autres, on va dire. Donc moi j'ai été un poil déçu notamment de la résolution. Voilà, je tairai ce qui se passe, mais pour ceux qui veulent le regarder évidemment. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur les personnages un peu caricatureux qu'on finit par pas connaître, parce que moi j'ai trouvé que ça faisait partie de ces séries où justement ces séries policières où on se concentre presque plus sur les personnages que sur l'intrigue. Tu le disais, l'intrigue elle traîne un peu, etc. Ça prend beaucoup de temps, alors que ça aurait pu être résolu beaucoup plus vite dans le fond. Et ça prend aussi du temps parce qu'on se concentre énormément sur le passé de Karl Mork, sur ses traumatismes. Pareil sur Akram qui a son passé aussi tumultueux, qui vient de Syrie, qui a vécu des choses très compliquées. Voilà, chacun a sa part de drame. Et il y a beaucoup de drame justement dans cette série. Moi j'aime bien ce genre de série. Moi aussi mais j'adore. C'est pas trop justement. Tu as l'air de dire que ça pousse peut-être un peu trop loin cette logique pour pas grand-chose. Eh ben non, en fait justement on se concentre trop sur l'intrigue, c'est-à-dire qu'au début on se dit ah super, on va pouvoir développer effectivement le personnage d'Akram par exemple qui est hyper intéressant, et en fait à la fin des 9 épisodes moi je suis restée un peu sur ma faim, c'est-à-dire qu'on sait toujours pas vraiment qui il est vraiment. On comprend qu'il a vécu des choses compliquées, que des fois il switch un peu vers quelque chose de beaucoup plus violent, voilà, malgré sa personnalité très calme et posée, mais on n'en sait pas plus. Pareil Rose, on comprend qu'elle a vécu des traumatismes et tout ça, mais c'est pas vraiment creusé, c'est-à-dire qu'on nous met une phrase par-ci par-là pour nous dire ah oui elle a vécu tel truc, voilà, ça s'arrête là. Moi j'ai envie de les connaître ces personnages, j'ai envie de savoir voilà, qui ils sont et ce qu'ils ont vécu exactement. Alors peut-être que ce sera exploré dans d'autres saisons. La fin termine l'intrigue mais laisse la porte ouverte quand même à d'autres saisons, comme il y a, je crois qu'il y a une dizaine de tomes publiés a priori, en librairie, donc il y a matière, si ça fonctionne, il y a matière. Mais du coup je suis restée sur ma faim justement sur ces personnages. Moi je trouve qu'ils n'existent pas assez et qu'ils restent trop dans les clichés dont je parlais tout à l'heure. Romain, tu parlais de Dr House en comparaison, ou de The Sinner. Moi, j'ai pensé un peu à Broadchurch en la regardant. Alors, est-ce que c'est parce que le personnage principal a un accent, que ça se passe un peu en Écosse, enfin, il y a ce côté un peu écossais dans la façon de parler des gens. Il y a le côté association entre un drame très fort et une enquête. Il y a le flic un peu insolent aussi, asocial mais brillant. Enfin, voilà le truc qui marche un peu en duo avec une équipe qui est très agacée par ses humeurs, mais bon, qui est un peu forcée de composer avec lui. C'est un peu un espèce de façon qu'ont les Britanniques de raconter les séries policières, ça. C'est vrai qu'il y a un ton particulier, il y a un rythme particulier aussi, et oui, le lien avec David Tennant effectivement saute facilement aux yeux. Moi, il y a d'autres personnages parce que je trouve, on en parlait du Sherlock, mais je pense surtout à celui de Cumberbatch en l'occurrence, qui avait ce côté antipathique, mais aimait aussi des gens proches de lui, qui malgré cette couche cette chape un peu difficile, voit les failles et décide de l'aimer malgré lui. Et ça paraît un petit peu, notamment avec l'ancien coéquipier du héros, qui lui est blessé au début de la série. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis que les personnages sont un peu dépeints par touche et que on aurait pu aller plus loin. Mais il y a une ou deux scènes qui font quand même assez mouche, et notamment une scène dans le premier tiers de la série avec ce fameux coéquipier blessé. Et là, on se dit, tiens, là, voilà, il y a quelque chose, il y a un éclair de sensibilité qui
qui casse un peu tout ça. Et donc, c'est vrai que ce personnage avec le verbe haut, c'est vraiment un trait. Mais j'aime bien le fait qu'on puisse aller quand même récupérer autour des quelques gloires sur les relations un peu sur les côtés. Donc ça s'appelle, je disais, Les Dossiers oubliés. C'est entré direct dans le top 10 de Netflix depuis sa sortie le 29 mai. Ça montre quand même que donc, ça fonctionne, que le genre policier est toujours un bon filon pour les plateformes. Salambo, ça reste un indémodable. Ah bah, dès qu'il y a une série policière qui sort sur Netflix, ça rentre tout de suite dans le top 10 en général, voire ça devient top 1 immédiatement, comme c'était le cas là pour Les Dossiers oubliés. Ouais. Pour moi, ça fait appel à l'amour des gens pour le true crime. C'est pas nouveau. Oui, ça s'est déporté sur le true crime, mais ça continue de donner une aura au genre. Il y a ce côté un peu, c'est arrivé près de chez vous, quoi. On sait pas trop. Est-ce que ça pourrait arriver ? Est-ce que voilà, enfin, il y a ce côté. Est-ce que c'est réel ? Ça, c'est quand même souvent la question qu'on se pose en regardant des séries policières. Est-ce que ça a vraiment existé ? Est-ce que c'est tiré de faits réels, etc. D'autant plus avec ce côté affaire irrésolue qu'on a dans Les Dossiers oubliés. Il y a ce côté, on sait pas ce qui s'est passé. Il y a un côté, on va chercher nous-mêmes, être un peu dans la position du détective finalement. Et ça marche tout le temps. Enfin, Netflix vraiment produit des dizaines et des dizaines de séries policières dans tous les pays possibles et imaginables. Là, dernièrement, il y a une série danoise qui s'appelle Secrets We Keep, qui est aussi entrée dans le top 10. Les Harlan Coben, les adaptations du maître du polar marchent extrêmement bien. Et en fait, souvent, c'est la même recette, c'est-à-dire que c'est peu d'épisodes, donc c'est facile à binge-watcher. Bon, là, il y en a 9, mais souvent, c'est plutôt entre 6 et 7, quoi, on va dire. Des personnages un peu excentriques, ou solitaires, ou insupportables, enfin, voilà, auxquels on peut s'attacher malgré eux, qui cachent aussi des secrets, des traumas, voilà, il y a un peu des choses comme ça. Et souvent, il y a des sujets de société aussi, des thématiques de société dont on parle pas forcément, mais qui peuvent être mis sur le devant de la scène. Par exemple, Secrets We Keep, on parle des filles au père, par exemple. Donc, je pense que tout ça fait un gros cocktail qui fait que à chaque fois qu'il y a une production de ce genre-là, ça marche. Que ça continue de marcher. Les séries policières, c'est un genre, Romain, qui est aussi vieux que la télévision elle-même, globalement, qui est aussi vieux que la littérature elle-même, si on veut remonter encore plus loin. Mais est-ce que c'est un genre qui se renouvelle ? Moi, je trouve que oui. Si on regarde un petit peu l'histoire de la télévision et des séries, on peut remonter très loin. On peut remonter dans les années 60 en France, c'est ce qu'on disait un peu avant l'émission, aux 5 dernières minutes, qui au début s'était fait devant du public, et les comédiens à la fin invitaient quelques sélectionnés dans le public pour leur demander, alors à votre avis, est-ce qu'il est coupable ? Est-ce que c'est lui ? Enfin voilà, ce genre de choses. Alors ça n'a pas tenu très longtemps évidemment, mais voilà, après on a Colombo qui nous présente le tueur à l'entrée de chaque épisode. Et puis comme ça, quand on réfléchit, il y a eu à chaque fois des évolutions. Il y a eu 24 heures chrono qui a rajouté le temps réel dans ces épisodes. Il y a eu plusieurs modes. Il y a la mode où on a des spécialistes, on va dans des corps de métier comme les experts. On va comme ça sur certaines choses, ou les Cold Case justement, qui était une série à succès, France Télé, tout ça, en France. Et il y a aussi après cette mode on va aller chercher un spécialiste qui a un talent ailleurs, et ce talent va faire qu'il va aller aider une brigade policière. Donc là, on pense à Castle, on pense à Mentaliste, on pense à Monk, enfin, il y en a, et en HPI en France, enfin voilà, il y en a plein qui ont ce petit trait. Donc il y a toujours eu ce renouvellement-là, et tu peux l'avoir aussi dans le genre. L'année dernière, moi j'avais parlé pas mal de la série Sugar avec Colin Farrell, où là on va aller du côté du roman noir, dans le style, etc. On peut avoir quelque chose de beaucoup plus pulp, comme avec Magnum dans les années 80. Enfin voilà. Donc le genre comme ça de l'enquête, j'élargis moi. Il y a le côté vraiment policier, mais il y a aussi le côté détective privé. Je les réduis un petit peu dans le même genre, mine de rien, parce qu'ils se répondent. Quand on sait que Sherlock est pas non plus, c'est un détective privé qui aide Scotland. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien mélanger tout ça. Mais voilà, on peut même aller dans le supernaturel, dans le surnaturel avec Supernatural ou des séries comme ça, où il y a toujours cette logique d'enquête par épisode et ce genre de choses. Donc oui, ça se renouvelle, et on voit que ça peut plaire à un public hyper large, comme tu disais, qui est très amateur de true crime. Voilà. Vous avez mentionné tous les deux le fait que il y a quand même plusieurs traits qu'on retrouve maintenant de plus en plus dans les séries. Il y en a un, par exemple, c'est les personnages excentriques
Alors moi, j'ai beaucoup aimé, alors je me souviens plus du titre exact, mais c'était la série qui est sortie l'année dernière sur Apple avec Matthew Vaughn qui jouait un ancien flic. Ça se passait du côté de Miami. Bad Monkey. Bad Monkey, Bad voilà, Monkey, oui, tout à fait. que j'avais beaucoup aimé, qui rentrait un peu dans cette case-là aussi, de on prend un type qui est un peu déjanté, qui est pas très stable, etc. Ou alors on prend un type qui a un trait de génie, un truc qui fait qu'il voit les choses avant les autres. Ou alors on prend, dans le cas de HPI, une femme de ménage qui a un haut potentiel intellectuel et donc qui a une façon très bizarre de résoudre les enquêtes, mais ça fonctionne. Est-ce que c'est devenu un peu une obligation pour recréer une nouvelle série à partir de rien, d'avoir forcément un personnage qui n'est pas juste un bon flic, quoi? Je pense que ça rapproche aussi les personnages des gens, dans le sens où avant les flics étaient quand même très lisses, les experts, NCIS, tout ça, c'est des flics parfaits, qui arrivent toujours à capturer les méchants. Enfin voilà, il y a un côté très héroïque, presque surnaturel, parce qu'en fait c'est un peu exagéré, quoi. Là, ces dernières années, effectivement, les flics sont un peu plus proches de nous, un peu plus proches de nos failles, de nos traumas. Voilà, il y a quelque chose de plus râpeux un peu dans leur personnalité. Ces personnages plus tourmentés. Mais moi, je trouve que ça marche du coup, parce qu'on s'identifie mieux, je trouve, à des personnages comme ça que aux personnages parfaits. Les super-héros de la police, quoi. Et il y a aussi plus de personnages féminins maintenant, quand même. Je pense à des séries comme Mare of Easttown, par exemple, que j'avais beaucoup aimé, avec Kate Winslet, qui est sans maquillage, sans fard, qui mange de la pizza froide dans sa voiture. Enfin voilà, il y a un côté, on s'identifie, parce qu'on l'a tous fait, je pense, de manger de la pizza froide à un moment donné, entre deux trucs. Donc oui, je pense qu'il y a un côté, on s'identifie mieux et ça marche mieux, je pense. C'est vrai qu'on est loin du cliché. Alors il y a ça, il y a aussi ce cliché vraiment des années 80-90 du super flic, super avec des méthodes de bonhomme. Ouais. Et ça, on a un peu fait le tour. Oui. Ça peut revenir par touche des fois, mais souvent on le rajoute dans un duo où on a un contre-pied. Et c'est ce contre-pied-là, je pense, qui a un peu germé pour avoir des gens plus proches de nous. Quand tu prends True Detective, par exemple, il y a le côté vraiment flic, etc., dans la saison 1, par exemple, avec Woody Harrelson, et on a ce personnage un peu de génie tourmenté avec Matthew McConaughey. Et donc, il y a vraiment une compréhension comme qu'on aurait fait le tour d'un certain type de séries policières et de personnages pour aller ailleurs. C'est pour ça que la saison 4, on la voit sur l'écran, comme tu disais, une féminisation bienvenue, c'est Jodie Foster qui a le rôle titre. Et ça fait du bien d'avoir d'autres points de vue et d'autres sensibilités, en vrai. Au-delà de ces personnages, on parlait de True Detective, justement, qui est un bon exemple aussi d'un tour que prennent un peu les séries policières récemment. C'est ce côté plus sombre, presque true crime aussi, ce côté un peu poisseux, où on vient dans des histoires très concrètes, très réelles, avec des meurtres parfois très explicites, quoi, où on voit tout. Alors ça a été Mindhunter aussi beaucoup sur les tueurs en série, True Detective qui a aussi contribué à ça. Ce côté sombre, on le retrouve un peu dans le Department Q. Il fait toujours pas beau, tout le monde est un peu c'est l'Écosse. C'est l'Écosse avec ce qu'on a comme temps, mais il y a ce côté un peu tout le monde un peu torturé, tout le monde a ses traumas, etc. L'enquête sur laquelle ils sont est par ailleurs assez glauque, on va pas révéler, mais c'est quand même assez glauque. Est-ce que ça vous plaît, cet assombrissement, si je peux l'appeler comme ça, des séries policières? Je sais pas si ça me plaît, par contre, je pense que ça vient des polars nordiques. Là, justement, Les Dossiers oubliés et adapté. Enfin, normalement, l'intrigue se passe au Danemark, ça a été déplacé justement en Écosse. Donc, pour moi, ça vient plutôt de ça et du succès des polars nordiques de façon générale, scandinaves, enfin voilà. Après, c'est vrai que je trouve ça dommage du coup que ça infuse autant le reste des séries, parce que je pense qu'il y a plein d'esthétiques à explorer, plein d'autres. Enfin, comme tu le disais, effectivement, le genre policier s'inspire aussi de plein d'autres genres. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Enfin, on a eu Twin Peaks dans les années 90. Oui, voilà, c'est quand même. Qu'on pouvait aller très loin. Exactement, qui a montré qu'on pouvait aller très loin. Je trouve qu'on manque un peu de ce grain de folie aussi qu'on pouvait avoir dans des séries comme Twin Peaks, en fait. On l'a peut-être un peu. Alors, c'est pas une série, mais c'est quand même un produit Netflix sur la série de films à couteau tiré, où là on a quelque chose de vraiment une ambiance différente, que ce soit le choix des personnages ou le ton général, mais on reste vraiment dans l'archétype par contre du whodunit, donc c'est vrai que le deuxième portait ça sur un terrain très technologique avec ce building en verre un peu spécial, etc., avec des personnages très muskiens, si on pouvait dire, pour le personnage qui accueillait le deuxième film. Moi, en regardant Les Dossiers oubliés, j'ai quand même eu une espèce, j'ai bien aimé ce que j'en ai vu, etc., mais c'est vrai que c'est un peu long, c'est un peu torturé, c'est un peu
Et je me suis presque pris à être nostalgique des vieilles séries que je regardais quand j'étais plus jeune, type Les Experts, type NCIS, etc. Où alors effectivement on avait ce caricature des équipes qui résolvent toujours tous les crimes, qu'en 1 heure tout est condensé, etc. Mais c'est vrai qu'au moins on avait plein d'intrigues. Il y avait un côté, ça se passait parfois, enfin Expert Miami c'était l'apogée du truc, il faisait tout le temps beau, tout le monde était hyper beau gosse, ça allait vite, et pour autant c'était des flics un peu normaux, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de très particulier, de génie, etc. On était dans la balistique, dans les enquêtes de terrain. Typiquement, dans les dossiers oubliés, il y a une scène qui m'a un peu frustré, c'est dans l'épisode 2, sans trop en dire, donc Carl et Akram sont sur l'enquête, ils vont dans un endroit en particulier, ils essaient de faire parler quelqu'un. Carl utilise ses méthodes un peu de « moi je suis meilleur que tout le monde », etc. Sauf que ça ne marche pas du tout. Et c'est Akram qui réussit, juste en parlant avec une secrétaire, à obtenir l'info qu'ils étaient venus chercher. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça le travail du flic, et ça m'a presque manqué de ne pas voir un peu ces méthodes traditionnelles, quoi. Est-ce que ça vous rend pas aussi un peu nostalgique parfois des bonnes vieilles séries américaines de network, comme on les appelait, où il y a 24 épisodes? Bah, y a un côté doudou, oui, un peu rassurant aussi, parce qu'effectivement, les méchants sont toujours capturés à la fin. Donc, il y a un côté, oui, un peu rassurant presque. Moi, j'aimais bien aussi, oui, le format 22 épisodes par saison. Ça permettait justement aussi de bien creuser les personnages, même si souvent, effectivement, c'était un peu des archétypes. Mais voilà, après, par rapport à ce que tu disais sur le génie, je pense que peut-être qu'ils avaient moins de coups de génie, mais par contre, c'est marrant, ils avaient tous un peu quand même des signes distinctifs. C'est-à-dire que, un peu ce que tu disais avec Magnum, voilà, les experts, il avait ses lunettes de soleil qu'il enlevait à chaque fois. Columbo, il avait son imperméable. Enfin, voilà, ils avaient plutôt des signes distinctifs physiques qu'on retrouve moins maintenant, j'ai l'impression. Les figures de flics sont un peu diluées dans un espèce de... Effectivement, ils ont tous un peu la vieille barbe de 3 jours. Enfin, voilà, il n'y a pas... Le regard dans le vague. Le regard dans le vague, bon. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, ça, mais c'est vrai que je pense que ça a apporté quelque chose de réconfortant aussi d'avoir ces signes distinctifs là qu'on retrouvait à chaque épisode et qu'on aimait, en fait. Et qu'on retrouve moins sur les plateformes aujourd'hui. C'est typiquement toujours un truc de chaîne télé... pas ringard, parce qu'on va pas aller jusqu'à ce terme-là, mais en tout cas, les plateformes qui sont, entre guillemets, la modernité récente, la révolution récente dans les séries, sont pas trop intéressés par ce format d'enquête policière un peu classique, avec un épisode, un méchant, une enquête, on résout, paf, épisode suivant, etc. Même malgré des fils rouges des fois. En fait, c'est aussi lié aux moyens et au système de production et de diffusion. Ces grandes chaînes de l'époque, alors je vais caricaturer un petit peu, mais dans l'idée, elles avaient comme ça des séries qui devaient combler des cases sur la télévision aux États-Unis, et elles étaient entrecoupées de plein de publicités. Et c'était le fait d'avoir de l'audience pendant l'épisode qui alimentait la publicité, qui permettait de rentabiliser l'épisode et de faire le suivant. Et c'est pour ça que chaque épisode était conditionné par le fait d'avoir de l'audience. Et sinon, ça pouvait s'arrêter à mi-saison ou ce genre de choses. On avait quasiment 2 cliffhangers par épisode, juste avant la pub en général, de je sais qui est le coupable, et paf, coupure pub. C'est un autre type d'écriture là. Et du coup, les nouvelles plateformes, c'est un héritage un petit peu de ce que faisait HBO et les chaînes payantes en fait, où là, du coup, la chaîne fait un pari, décide de produire une série. En général, c'était plutôt une 12-15aine d'épisodes. Et derrière, cette série doit être un écrin qui doit donner envie de s'abonner. Et c'est grâce aux abonnements qu'après on rentabilise. Et du coup, les plateformes, elles s'inscrivent un petit peu là-dedans. Et en tout cas, elles ont repris ce genre, c'est plutôt cet ADN-là. Donc on peut effectivement un peu regretter l'autre. Heureusement, elles ont du back catalogue. Et des fois, on peut se faire un petit plaisir avec une version HD. Accessible ici et là. Voilà, si vous voulez revoir les Experts Miami, c'est sûrement disponible quelque part dans les nombreuses plateformes qu'on a. On n'a pas fini de voir des séries policières, en tout cas pour notre plus grand plaisir. On va pouvoir continuer à enquêter à notre petit niveau, nous, détectives. Je ne sais pas si on a un trait de génie ici sur ce plateau, mais en tout cas, on se débrouille. Et une série policière, il y en a même une dans nos séries de la semaine. On va en parler tout de suite. C'est les recos. On termine donc avec 2 séries recommandées par nos invités. C'est leur choix, leur coup de cœur. Et donc cette série policière, on va commencer par elle. On va enchaîner tout de suite. Romain, c'est la tienne. En tout cas, c'est pas loin du genre policier. C'est peut-être pas une série policière traditionnelle, mais en tout cas, ça y ressemble fort. Ça s'appelle Cimetière indien. C'est la série de Canal dont on parle pas mal quand même en ce moment. On en parle pas mal. Moi, je suis tombé dedans par justement envie. T'aimais bien les séries britanniques. Moi, j'aime bien des fois sortir de tout ce monde anglo-saxon et revenir à quelque chose de plus proche de moi. Et certaines séries françaises et pas mal de créations originales Canal+ permettent ça. Donc voilà, Cimetière indien, c'est totalement un polar, c'est totalement une enquête policière, mais qui se passe sur 2 chronologies. Une dans les années 90 et une de nos jours, où les deux se font écho. Je vais pas vous imaginez ce que ça peut vous
vouloir signifier, où on réouvre une enquête qui avait été peut-être un petit peu bâclée, je m'arrête à bâcler. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'elle joue aussi avec pas mal de traumas très francophones, comme ceux liés à la guerre d'Algérie, à une sorte de racisme latent infusé dans la société française. Et c'est vrai que c'est très choc. C'est une série qui est vraiment coup de poing, dans le sens où elle mâche pas ses mots, et les acteurs qui jouent parfois d'immondes personnes le font avec une vérité qui est saisissante, et c'est vraiment rare de voir ça mis en image sans forcément avoir un petit panneau qui dit attention, ce sont des acteurs qui jouent. Enfin voilà, donc c'est assez choc pour ça. Et que vous dire dessus, que c'est plutôt une ambiance cimetière indien, donc ça se passe dans le sud de la France, mais il y a un petit côté True Detective, comme tu l'avais dit, sur cette ambiance, etc. On est quand même à la recherche de personnes qui scalpent des gens. Donc, oui, c'est ça. Moi je l'ai pas encore vu, mais on m'a dit ça scalpe. Ouais. Voilà. Et ce qui m'a un peu donné envie quand même. Je vais pas vous mentir, c'est un peu glauque, mais. Et voilà, donc c'est lié, c'est assez bien foutu en termes de résolution, même si pareil on chope la finalité un peu vite, mais la façon d'y arriver est plutôt bien faite. Et voilà, c'est coécrit par Thibaut Vanul et Thomas Bideguin, donc c'est aussi un gage de qualité. Et moi je voudrais saluer la performance des deux acteurs et actrices principaux et principales, parce que le premier, je le connaissais de Braco, il avait un tout petit rôle qui lançait l'intrigue. Et la deuxième, elle a cette capacité caméléon de jouer un personnage sur deux temporalités, et sans vraiment maquillage ou de prothèse ou ce genre de choses. Et c'est vraiment plutôt bien fait quand on a vécu les années 90. C'était l'actrice du Bureau des légendes, si je ne m'abuse. Il me semble, non, elle joue pas dans le Bureau des légendes. C'est possible. C'est possible. Moi, je l'avais surtout vue dans Ousekin. Et elle était aussi dans La Nuit du 12 de mémoire. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle me rappelle le love interest, je ne trouve pas le mot français, de Mathieu Kassovitz, je ne sais pas pourquoi, mais c'est possible. Peut-être que je me trompe. On regardera ça après l'émission. Mouna Swalem, si vous voulez regarder, et Olivier Rabourdin pour voilà, il y a de sacrés noms au casting. Ça s'appelle donc Cimetière indien. Les 8 épisodes sont tous dispo. Tout à fait. Canal. Ça y est, c'est fini. C'est fini, donc vous pouvez la binger si ça vous fait envie. On va conclure sur une note un peu plus légère. On va finir loin des crimes, loin des scalps, loin de la violence, avec la série Le Sens des choses sur Max, HBO, Max. Le nom change tout le temps. C'est ton choix. Salambo, t'as beaucoup aimé cette série? Oui, j'ai adoré cette série, alors que sur le papier, ça peut faire un peu peur, dans le sens où c'est une série qui parle de judaïsme et qui parle de Léa, une jeune femme qui devient la première femme rabbin de France, enfin en tout cas l'une des premières. Donc sur le papier, on peut se dire oula, ça va être un drame. Pas du tout. C'est une comédie, c'est vraiment une comédie pur jus. C'est inspiré du livre de Delphine Orviller, qui est donc aussi rabbin, qui s'appelle Vivre avec nos morts, et ils ont décidé d'adapter avec un épisode, une question existentielle, on va dire. Donc on commence tout de suite dans le bain. Le premier épisode, Léa est donc confrontée à un couple qui vient d'être parents, et donc il y a un débat pour savoir s'ils doivent faire circoncire leur enfant. Donc voilà, il y a tout un débat pour savoir est-ce qu'ils doivent le faire ou pas. Et donc Léa se retrouve un peu au milieu de tout ça, à essayer de devoir leur donner une direction à adopter. On a des bar mitzvahs qui doivent parler du réchauffement climatique, parce que l'ado est écolo pur jus. Enfin voilà, c'est vraiment très 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 drôle. Dans le rôle principal, il y a Elsa Gage, que j'avais adoré dans Drôle sur Netflix, malheureusement annulée après une saison. Mais c'est vraiment une série très légère, très moderne aussi dans ce qu'elle raconte, à la fois de la place des femmes dans la religion, de la religion tout court, de la famille aussi. C'est vraiment, c'est une très belle série en fait, très douce. Et très drôle en même temps, vraiment. Les dialogues ont été écrits par Noé Debré. C'est la série créée même par Noé Debré, qu'on adore, Parlement, voilà. Plein d'autres choses. Et Benjamin Charby aussi, qui avait travaillé sur Zorro, l'adaptation avec Noé Debré aussi. Avec Noé Debré, exactement. C'est un duo qui marche bien, qui fonctionne très bien. Voilà, les dialogues sont vraiment géniaux. Les épisodes font 25 minutes. Ça se regarde très facilement. Il y a 8 épisodes de mémoire. Et il y a aussi des stars un peu au casting dans des plus petits rôles. Manu Payet, voilà, dans un rôle un peu excentrique. Voilà, moi j'ai adoré cette série. J'espère qu'il y aura une saison 2, parce que vraiment Elsa Gage est incroyable et j'ai hâte. On espère. Ça fait partie des toutes premières productions françaises de HBO Max, donc on espère que ça va marcher et que ça va leur donner envie de
continuer de faire d'autres saisons et d'autres séries. Voilà, regardez Cimetière Indien dans un premier temps, et pour vous détendre, allez regarder Le Sens des choses derrière. Merci Salambo pour cette reco. Je rappelle qu'on peut te lire sur Numérama, donc tes critiques de séries, tes analyses du milieu du streaming. Et merci Romain aussi d'être passé aujourd'hui. On peut t'entendre dans le podcast Originals toutes les semaines, c'est ça? Toutes les semaines, chaque vendredi à 17h, 3 quarts d'heure pour savoir ce qu'on regarde le week-end. Voilà, et ben voilà, pour vous occuper. Donc vous regardez l'épisode suivant et vendredi, vous allez écouter Originals. Vous avez une sélection bien complète comme ça pour attaquer le week-end. On va écouter ça. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. L'émission est à revoir, vous avez l'habitude, en replay sur le site de Tech & Co, sur YouTube aussi évidemment, et en podcast sur toutes les plateformes. On est partout. Et moi je vous dis à très vite pour l'épisode suivant.